Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir, rejoints pour, ce live, ce dernier live, de l'année. Un live un peu particulier déjà, parce que, c'est une période, charnière en termes de collecte et d'autant plus merci de prendre de votre temps, pour venir suivre cette présentation. Une présentation, qui a pour but, non pas, de planifier des choses pour 2024, mais, de parler d'emailing et de parler, de bonnes pratiques et de quick wins, qui sont, activables rapidement et qui peuvent être mis en place, pendant les 15 derniers jours. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà, préprogrammé leur campagne, d'appel à dons, le 30-31 sur la fiscalité, des choses comme ça. Là, l'objectif, c'est véritablement, voilà, de vous inspirer et d'avoir, des tests ou, des adaptations de messages qui soient faciles à mettre en œuvre et partager un peu ce retour d'expérience avec vous. Alors la particularité aujourd'hui, c'est que comme, les organisations sont très occupées, les fundraisers sont très occupés et bien, en fait, ce sera une intervention, que je vais mener. Donc, certains d'entre vous me connaissent, Alexandre Ayad, donc je suis, le cofondateur et directeur de GiveExpert. Suis aussi, intervenu à plusieurs reprises sur l'email. J'ai fait beaucoup d'emailing, moins maintenant, mais on aime toujours bien et j'aime en particulier accompagner des structures quand elles déploient leur formulaire de dons qui n'ont pas encore d'outils d'emailing, donc à la fois sur la problématique de délivrabilité, sur, les messages, l'automation, ce genre de choses c'est basé sur cette pige, pige étant les emails des différentes organisations, que je reçois, que je compare, que, la pluie et des études aussi, des tests, il y a plus de tests, pour être honnête, qui sont faits aux États-Unis, et dans le monde anglo-saxon que français, que je vais vous présenter aujourd'hui ces bonnes pratiques. Donc, ce webinaire ce live qui est le dernier de l'année, vous est proposé par, GiveExpert, donc qui est, l'outil de, module de collecte en ligne, utilisé, aujourd'hui par, près de 150 organisations, et on tient à les remercier et l'email est donc, bien sûr, une des premières sources de trafic, sur ces formulaires, après le trafic direct, c'est-à-dire qui vient depuis les sites internet quand on clique sur le bouton «Faire un don» et donc c'est un outil capital. GiveExpert fait partie du groupe Odonet et il y a des solutions d'emailing dans les outils d'Odonet comme, NetAnswer et dans, Odonet CRM qui sont notamment, bien connectés, à GiveExpert et j'en parlerai à la fin de cette présentation. Donc comme c'est un live qui a lieu, sur, LinkedIn, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, poser des questions, dans la colonne, de droite et l'objectif, c'est de nourrir un échange ensemble, à la fin de ces quelques slides que je vais vous présenter. Alors, la première question, c'est est-ce que l'email, c'est toujours d'actualité? On parle beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, de retargeting, voilà, de toute une série d'autres, actions marketing qu'on peut faire. Mais, le fundraiser digital, il sait que, voilà, aujourd'hui, le mail, en termes de communication, digitale, c'est le média le plus utilisé. 88 donc des internautes le consultent au moins une fois par jour. C'est, quasiment enfin plus de 7 messages par jour, reçus, par un internaute et puis, la majorité des Français de toute façon possèdent plusieurs boîtes email donc, on c'est vraiment un média qui est très largement diffusé, là où on a quelques dizaines, 30-40 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Là, on est à 100 des internautes qui, via leur fournisseur d'accès, ont au moins une boîte mail. Et puis un autre intérêt, qu'a l'email, c'est, la cible. Aujourd'hui, la cible, on l'a vu dans différentes études de France Générosité qu'on a pu partager avec vous au cours de cette année, heu, une des cibles, prioritaires et qui est présente sur internet, des organisations, des associations, ce sont les boomers et les boomers considèrent l'email comme, leur moyen de communication préféré. Donc devant les réseaux sociaux, devant, le courrier, et donc, heu, utiliser l'email, c'est aussi toucher
directement la cible la plus en adéquation, la plus, susceptible, de soutenir, par du don en ligne, vos organisations. Donc on va dérouler en 5 points, à chaque fois des optimisations qui peuvent être mis en place. La première qu'on va aborder, c'est la segmentation, de la base des destinataires. On va aussi parler de comment augmenter le taux d'ouverture, générer plus de clics sur l'email, simplifier la conversion et enfin mesurer et tester des messages. Donc le premier aspect, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, l'email, c'est pas comme un support, publicitaire, un bandeau, sur un site, de contenu comme un portail, voire, de l'affichage, dans les moyens de transport. Clairement, quand on envoie des emails, c'est, le récipiendaire, donc c'est, le destinataire qui a le pouvoir. Heu, il vous donne son consentement à un moment donné en s'abonnant à votre newsletter ou bien en faisant un premier don et à ce moment-là, vous bénéficiez d'un intérêt, légitime à pouvoir le recontacter pour, lui parler de ce que vous avez fait avec son argent, de ce qu'on appelle les services analogues en termes juridiques, donc, autrement dit des actions que vous menez. Mais il est important, que de tenir l'engagement qu'on a pris, à savoir en termes de contenu être conforme à ses attentes et aussi en termes de périodicité, respecter un volume, d'envoi ou une périodicité, qui est celle qu'on avait annoncée quand il s'agit, d'abonnement à une newsletter. Et c'est d'autant plus, important que si un email intéresse pas, 72 des destinataires, ils vont chercher le lien des inscriptions, mais il y en a aussi 32 qui vont le placer en spam. Et c'est-à-dire qu'écrire à des destinataires, avec un message qui est inadapté ou écrire à des destinataires qui ne souhaitent plus recevoir, vos messages, que ce soit, comme on va le voir, parce qu'ils sont désabonnés, et vous continuez à leur écrire parce que vous prenez du temps à traiter ces désabonnements ou que ce soit, parce qu'ils sont inactifs mais vous continuez à leur écrire, c'est, entraîner, péjorer, donc diminuer en fait l'efficacité de toute votre campagne. Et donc de ce point de vue-là, heu, s'il y a plus d'ouverture, il faut clairement agir de votre côté pour, éviter que ça dégrade la délivrabilité de l'ensemble de vos messages. Et la première chose à faire, c'est donc d'identifier les contacts inactifs. On voit parfois des structures, notamment sur la fin d'année, qui se disent: «Bon, ben, on va un peu, faire tapis, on va mettre tout le potentiel d'adresse email qu'on a et puis, on va écrire à tout le monde». Un peu comme si, il y avait, la belle au bois dormant qui avait pas répondu, qui avait pas cliqué pendant, à aucun de vos messages au cours des 6 derniers mois et puis, bah, là, c'est la fin d'année, période, qui représente 40 de la collecte, en digital. Et bah, forcément, à ce moment-là, la personne va réagir. En fait, c'est vraiment une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va avoir pour conséquence, de, diminuer la délivrabilité au global. Donc en fait, ce qui est important, c'est véritablement, d'avoir une logique, d'hygiène, si je puis dire. Donc, autrement dit, d'avoir une logique qui consiste à, entretenir, nettoyer sa base. Il y a certains outils qui le permettent. Là, c'est une capture d'écran, en l'occurrence d'un outil qui permet ce type, d'automatiser ce type, de nettoyage, si je puis dire. C'est une très bonne pratique parce que, déjà, ça va augmenter tous vos indicateurs, les KPI, les indicateurs clés de performance qu'on verra, dans le point 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien voir que si vous écrivez à, un maximum de monde et que vous avez un taux d'ouverture qui est très bas, on verra, je vous montrerai ce que sont, les chiffres, on va dire de manière générale, les tendances en termes de taux d'ouverture. En fait, vous allez minorer tout le reste, le taux de clic, le taux d'engagement, donc le pourcentage des gens qui ont ouvert, qui cliquent, et cetera et donc et votre taux de conversion. Donc en fait, il est important et encore plus dans la première, je dirais dans les premiers temps après avoir acquis une nouvelle adresse email. Donc là, vous voyez dans cet exemple-là, c'est dans l'année qui suit l'acquisition de la nouvelle adresse email, de filtrer et d'exclure,
des messages les personnes qui ont ni ouvert ou qui n'ont pas cliqué sur une période assez longue. Donc là, on est dans une règle, on va dire, assez basique qui dit si ça fait grosso modo 6 mois que la personne n'a pas cliqué et 4 qu'elle n'a pas du tout ouvert, on va la placer en contact inactif. C'est aussi important parce que ça correspond quand même au sens du règlement général sur la protection des données. En principe, vous avez défini des règles de conservation des données et au bout d'un certain temps, quand un contact est inactif, donc il n'y a pas d'interaction, qui ne réagit pas, vous devez arrêter les sollicitations. Heu, Après, ça ne veut pas dire on les recontacte plus jamais, c'est au contraire plutôt l'opportunité d'essayer de les réactiver. Donc, de segmenter sa base pour envoyer son message d'appel à dons au contact actif et puis d'essayer de réactiver les destinataires qui justement n'ont pas réagi. Donc là, c'est un exemple, typiquement d'un email qui est envoyé, par une entreprise sociale, qui propose de rester abonné. Hem, il faut savoir que c'est aussi un email, qui peut servir à solliciter du don. Pourrait tout à fait remplacer le bouton, «Oui, je reste informé» par, «Je renouvelle mon soutien», ou «Je donne», parce que c'est un email qui a des très bons taux d'ouverture. Ensuite, la 2e chose qui va être important, ça va être, d'optimiser, l'enveloppe, si je puis dire. Donc autrement dit, l'arrivée du message, dans la boîte aux lettres, électronique. Donc la première chose, c'est clairement l'expéditeur. Là-dessus, bon là, c'est une capture d'écran en mobile. Faut savoir qu'aujourd'hui 2/3 à peu près des emails seront ouverts en mobile. Donc c'est, en termes de test, il faut toujours tester ces messages, sur mobile. Les tester en se les envoyant, depuis, son poste, sur ordinateur dans un Gmail ou autre, c'est utile, hein, bien sûr aussi pour, ne serait-ce que pour vérifier la délivrabilité. Mais l'essentiel, c'est quand même le mobile et c'est le mobile parce que sur mobile, on a une information qui n'apparaît pas par défaut, sur, l'ensemble des webmails et des logiciels de messagerie qui est, la prévisualisation. On y reviendra. Donc là, on voit qu'en termes d'expéditeurs, on a des structures qui vont utiliser heu, le nom de l'association, donc l'organisation. C'est le cas pour Partage, c'est le cas pour Solidarité Internationale, pour Gustave Roussy. Alors on a même sur Gustave Roussy, on devine le tiret service donateur. Donc c'est un peu plus, on va dire, sympa, au niveau de l'équipe Greenpeace, qui donne l'impression quand même qu'il y a un être humain derrière. Ici d'action, pareil, le nom de l'organisation. Il y a de nombreux tests qui ont été réalisés qui montrent que, il vaut mieux toujours privilégier le nom et le prénom d'une personne réelle, heu, qui existe, hein, donc au sein de l'organisation, plutôt que, le nom de l'organisation comme expéditeur. Les taux d'ouverture sont toujours meilleurs. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui est facile à tester. Vous voyez par exemple qu'il y a Frédéric d'Action contre la faim, qui est un exemple. Après, hem, il faut aussi faire attention à l'adresse expéditrice. Pourquoi? Parce que, si on commence à écrire au nom, d'une personne, il faut que l'adresse expéditrice, elle soit cohérente. Ce qui est bien, c'est que, hem, vous avez la possibilité d'écrire d'une adresse, l'adresse expéditrice et de configurer, une adresse, différente comme adresse réponse. Donc, ça ne veut pas dire que la personne qui écrit, vous devez, forcément, révéler son adresse email, pro à tout le monde, mais ça veut dire qu'à minima, vous devez faire au moins un alias, donc c'est-à-dire une adresse email ou un groupe de redirection, une adresse qui redirige vers une adresse peut-être qui est celle du service donateur, mais qui reprenne le nom. Donc si c'est Frédéric d'Action contre la faim, ben, en fait, ce serait logique que ce soit Frédéric arrobas ou Frédéric point, quelque chose, arrobas, Action contre la faim, ce genre de choses. Et donc il faut éviter surtout les adresses no reply qui donnent vraiment l'impression, qu'on reçoit un mail général,
qui est que voilà, qu'on est dans un publipostage, de grande ampleur. Bien sûr, on sait qu'on a 10 000, 50 000, 300 000 destinataires quand on fait un emailing. Mais personne n'aime recevoir un email de masse qui ressemble, voilà, qui incite pas ni à ouvrir, parce que c'est une organisation qui nous parle, ni à interagir, parce qu'on voit bien que c'est un système général. Là, on voit l'adresse, là, par exemple, SoftwareMail, contact.info via cmail2. Donc là, c'est carrément Gmail révèle carrément le nom du serveur de routage. Donc voilà, on est vraiment là. Par contre, un bon point, c'est la personnalisation du message, par exemple, où ça commence par Alexandre. Et puis, il faut savoir traiter les réponses. Donc, en effet, si on met une adresse réponse, il faut que on réponde aux gens qui feraient une réponse à l'email, parce que c'est toujours intéressant et il y a beaucoup de choses à apprendre, et souvent ce sont des donateurs, parce que les gens prendraient pas le temps de répondre à vos emails s'ils n'avaient pas un intérêt réel pour la cause. L'aperçu du message. Donc l'aperçu du message, c'est ce petit texte qui est présent de prévisualisation, et en fait, souvent, il est très mal utilisé parce qu'il donne pas du tout envie d'ouvrir le message. Alors le pire, c'est quand on le configure pas, c'est le texte qui est tout en haut de l'email qui est pris en compte, et puis des fois, bon, ça arrive plus trop maintenant, vous voyez, tout le monde le fait bien, mais on avait des, «Si vous n'arrivez pas à visualiser ce message, cliquez ici», ce genre de choses. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, mais on l'utilise pas de la manière dont il peut être utile pour faire ouvrir, pour améliorer le taux d'ouverture. Et en fait, il faut vraiment le considérer comme l'équivalent de l'accroche sur l'enveloppe. Donc, ça n'a pas vraiment de sens de faire un appel à dons, comme là, Gustave Roussy, soutenez notre, ou d'avoir quelque chose de descriptif, comme mobilisation générale, comme on peut le deviner là pour SIDAction. En fait, le plus efficace, souvent, les tests l'ont montré, c'est d'avoir le début d'un texte qui commence par le fait de parler à la première personne. «Alexandre, je vous écris pour», ce genre de choses. C'est souvent ça qui déclenche le plus, le meilleur taux d'ouverture sur les emails. Donc ça aussi, c'est un test facile à mettre en œuvre. Vous pouvez très facilement tester le fait de modifier, par exemple, l'identité de l'expéditeur, modifier votre texte de preview, et voir quel impact ça a sur votre taux d'ouverture. Bon, l'objet, les bonnes pratiques sont toujours un peu les mêmes. Personnaliser l'objet, si on arrive à mettre le nom du destinataire, là, comme le fait le site d'action avec Alexandre aujourd'hui, ça interpelle. Donc ça permet là aussi d'augmenter le taux d'ouverture. Les emojis, c'est pas mal. Là, on voit par exemple Solidarité Internationale a utilisé un rond rouge pour l'urgence. Pas plus d'une, parce que si on commence à en mettre beaucoup, c'est quand même un peu gênant. Il y en a, voilà, qui sont pas forcément très. Il y en a une aussi là pour Greenpeace sur la vidéo. Des titres explicites en limitant les ponctuations. Là aussi, il y a pas mal de tests qui ont été réalisés qui montrent qu'une accroche comme voilà, qui explique ce qu'on veut, qui explique le contenu qu'il va y avoir dans le message, comme le répondre à une urgence quand c'est une urgence, ou mieux vivre, ou découvrir comment mieux vivre après un cancer, ce genre de choses. Ce serait des titres qui permettent d'augmenter le taux d'ouverture. Il n'y a pas de meilleure pratique que de faire un A/B testing à ce niveau-là. C'est-à-dire de tester 2 titres, d'envoyer à un certain pourcentage de la base. La plupart du temps, on peut l'automatiser dans les outils d'emailing. Par exemple, 10 ou 20 de la base, les 2 messages, et en fait de généraliser ensuite
le message gagnant. C'est des tests qui se font, sur des périodes dans l'ensemble, de, 2 à 6 heures, post-réception et ensuite on généralise le message qui fonctionne le mieux. Ça a un impact, énorme parce que comme on le verra, c'est vraiment en fait le taux d'ouverture qui impacte, l'ensemble, de la performance, jusqu'à la conversion de votre campagne. Alors, générer plus de clics, ça veut dire quoi? Alors, je vous partage quelques chiffres qui viennent, de l'étude, que mène Mailchimp au niveau mondial, chaque année avec des superbes traductions de hard bounce et soft bounce, donc rebond dur et rebond doux. Les taux moyens d'ouverture, aujourd'hui, qu'ils constatent, c'est 21. C'est la moyenne globale, avec un taux de clic, à 2,62. On est un peu au-dessus en termes de performance, en moyenne pour les organisations à but non lucratif. Franchement, de manière générale, les chiffres que nous on observe, sont quand même plus élevés. On est, facilement entre, sur une newsletter notamment, on est facilement au-dessus de 30 de taux d'ouverture. Et souvent on a un taux d'ouverture qui est plus bas justement sur les messages d'appel à dons, ce qui traduit, de manière, évidente le fait que, les titres, les expéditeurs qui, sont, explicitement, de l'appel à dons, en fait, déclenchent moins d'ouverture. Donc c'est un peu toutes ces optimisations, dont on vient de parler, précédemment qui sont intéressantes et puis bon, sur tout ce qui est confessionnel, on s'aperçoit que, on est très au-dessus et c'est aussi le constat que nous on fait de ce point de vue-là. Tout ça pour dire que, dans leur cas, ils signalent voilà un taux de clic entre, on va dire 2,5 et 3 et de manière générale, le taux de conversion ah, il me l'a pas mis, si, le taux de conversion, c'est-à-dire si on arrive juste, du destinataire à au don, il se situe entre 1 et 2. Donc dans l'ensemble, il y a entre 1 et 2 des, de votre base destinataire, qui va donner au bout du compte et on a quand même un retour sur investissement qui est très significatif, avec l'email vu qu'en moyenne, c'est encore une fois, cette fois-ci, c'est les chiffres, Litmus, qui est un autre prestataire, qui travaille sur l'email, 1 € investi, dans, de l'emailing en rapporterait 36. Bon, il faut rapprocher ça au fait qu'il y a beaucoup de chiffres qui viennent de e-commerce, mais clairement aujourd'hui l'emailing, parce que les coûts d'envoi sont extrêmement bas, est un canal de communication, si ce n'est le canal de communication le plus rentable et donc ça vaut vraiment le coup de l'optimiser pour, gagner, quelques points de taux de conversion en optimisant, le taux d'ouverture, et donc au bout du compte, in fine, en ayant plus de dons. Pour générer plus de clics, une fois qu'on la première chose qu'on peut faire, c'est, recibler, recontacter les destinataires qui n'ont pas ouvert au bout de quelques jours. Donc c'est les fameuses relances non ouvreurs. Donc ça, c'est vraiment une très bonne pratique parce que, comme on le voyait au début, on a quand même entre 7-8 en moyenne email et c'est une moyenne annuelle, du DMA, donc l'ancien SNCD, c'est des chiffres français, hein, mais on imagine bien que la fin d'année, c'est aussi une période qui est très importante, en termes de vente en ligne, de e-commerce et donc on va largement dépasser ces chiffres là, sur le mois de décembre. Et donc tout le monde ne va pas forcément voir votre email, parce qu'il s'accumule et donc relancer les non-ouvreurs, ça c'est vraiment quelque chose de très simple. On sélectionne les gens qui n'ont pas ouvert et on renvoie le message avec éventuellement quelques petites variations, mais la principale c'est quand même de faire varier le titre, éventuellement de faire varier l'expéditeur. Donc là je vous ai copié-collé, 3 envois comme ça qui ont été envoyés à quelques jours d'écart, par, Action contre la faim. On voit bien qu'on a à peu près la même construction de message et puis, des expéditeurs, différents, des blocs pour certains d'entre eux qui varient
quelques, modifications des boutons, donc les call to action, donc avec des accroches qui peuvent être, différentes. Et puis après, bah, on retrouve la même chose. Il me l'a pas mis. Si, voilà. On retrouve un peu la même construction d'email. Au passage, vous noterez que c'est quand même un email qui est très, très long. Et là, on parlera de ça un petit peu après. Bon, là, on est vraiment dans une bonne pratique parce qu'on a des expéditeurs qui sont, des personnes, et à chaque fois, on a leurs photos avec leurs titres. Et on a un email, voilà, qui est peut-être un peu long par contre, notamment pour une lecture mobile, ça paraît un peu long à scroller, pour voir les offres. On va aussi relancer, les ouvreurs qui n'ont pas cliqué. Et là, une, bonne pratique, ça peut être d'avoir un ton plus personnel. Donc, je prends cet exemple en fait, de la Fondation pour la Nature et l'Homme, où en fait, il y a un email qui m'est renvoyé par une personne, donc là aussi, très bonne pratique. C'est Stéphanie, qui m'écrit. Et en fait, on voit bien que le titre c'est, transfert, 2 points, pour un email que, j'aurais ouvert mais je suis pas allé au bout, donc j'ai pas pris d'action, j'ai pas cliqué. Et donc là, le message est personnalisé, on m'écrit, il y a pas de logo, ça ressemble vraiment à un email, que m'aurait envoyé n'importe qui d'autre, un contact. Et puis en dessous, il y a le message, initial, qui m'avait été envoyé. Donc ça donne un ton plus personnel et ça, incite à l'action. On remplace aussi, bon, il y a toujours le bouton qui est accessible dans l'email, initial, mais on remplace aussi, ce bouton par un simple lien hypertexte, dans l'email, de transfert, enfin dans ce qui s'apparente à un email de transfert. C'est, ce ton personnel, cette approche qui fait moins, promotionnel, c'est aussi quelque chose qui est bien fait dans cet exemple, de l'association Bloom. On n'a pas un header qui est trop gros. Ça, c'est important aussi, je vous montrerai juste après un exemple. On a par contre beaucoup de texte, et donc on développe, ce que, les anglo-saxons appellent, value proposition. Donc en fait, comme moi je traduis par proposition d'impact, donc on développe son argumentaire, parfois même sa théorie de changement et c'est des images et c'est des messages qui fonctionnent bien parce que, en fait, à partir du moment où, ça s'apparente, voilà, à un message, informatif, parfois même en ayant de l'appel à dons vraiment, tout en pied de page, et ben, en fait, les destinataires, lisent le texte, regardent éventuellement l'illustration, comme c'est là qui vient en support de l'argumentation, et on a des bons taux d'ouverture, et des bons taux d'action surtout, de clics vers le formulaire de don et de la collecte. C'est d'ailleurs de ce point de vue-là, un test que je vous partage, qui est un test en anglo-saxon, mais que je trouvais intéressant, c'est pour ça que je vous le partage. C'est, la notion de, est-ce qu'il vaut mieux avoir un ton personnel, donc que ça ressemble à un message, heu, email qui aurait été envoyé, voilà, entre particuliers ou entre professionnels? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose, qui, apparaisse comme étant un message émanant de l'organisation, donc quand même, au bout du compte, un publi postage, un message de masse? Et sur ce test où on peut avoir l'impression que en fait, les 2 messages sont au fond très sobres, la seule différence, c'est le positionnement du logo comme une signature, donc comme si c'était un email, on va dire, personnel, et l'utilisation ou non d'un bouton. Et ben, en fait, il y a eu un taux, de clics, largement supérieur, il me semble que c'est 140 de plus, sur le message le plus simple. Donc ça peut être contre-intuitif, mais là aussi, pour sortir du lot au moment où on reçoit énormément de newsletters, d'emails avec des photos, des choses, des voilà, beaucoup d'illustrations, des en-têtes très graphiques, un email,
tout simple, envoyé au nom d'une vraie personne qui, commence par «je», et qui est personnalisé comme il le faut et fait un appel à dons, très simple, peut, largement surpasser, l'email graphique, le plus élaboré, mais qui fait, très impersonnel et qui est identifié comme étant, un public postage, voire même qui parfois est tellement identifié qu'il arrive dans l'onglet promotion dans certains outils, dans certains webmails. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment un test qui vaut le coup d'être mené et à multiples reprises, des tests, dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, répètent ce résultat en faveur d'un message simple qui s'apparente à un message personnel et pas à une communication provenant, de l'organisation. Un autre élément qui est important, c'est, l'horaire de diffusion pour générer, plus d'ouverture, plus de clics in fine. Il y a beaucoup de structures qui se contentent de regarder ce type de graphe qui sont les ouvertures, et les clics. Mais donc c'est forcément un peu biaisé parce qu'en fait, on regarde les chiffres qui sont liés aux horaires auxquels, il y a une corrélation entre l'horaire auquel on a envoyé son message ou le jour de la semaine où on a envoyé son message et les résultats qu'on obtient. Parce que forcément, de toute façon, comme au bout de 24 ou 48 heures, l'email non ouvert, il a de moins en moins de chances d'être ouvert parce qu'il est bien profondément enfoui dans la boîte de réception, on va pas avoir, énormément d'impact. Donc moi, ce que je recommande, c'est de regarder surtout votre historique de dons en ligne. Donc de regarder, quel jour vous avez le plus de dons en ligne, à quel horaire vous avez le plus, de dons en ligne et partant, on va dire, de ce comportement naturel, parce que vous avez notamment, bah, voilà, le plus de dons en ligne viennent du site web, viennent de saisie directe, ce genre de choses. Vous pouvez programmer l'envoi de votre email, en amont pour qu'il arrive 1 ou 2 heures avant le moment où vous avez habituellement, le plus de dons en ligne. Parce que c'est le moment où les gens sont déjà le plus enclins à venir donner, donc probablement le plus disponible. Et vous allez booster d'une certaine manière, ce comportement naturel avec votre email qui va être une sorte de, voilà, de relance, ou de rappel, au bon moment. Un autre élément qui est important, c'est, la page d'atterrissage et donc quand on est dans un email de collecte, forcément, ce qu'on booste, ce qu'on promeut, c'est le don. Donc en fait, on fait arriver, et comme on écrit à des bases de gens qui nous connaissent déjà, on fait arriver quasiment tout le temps directement sur le formulaire de don pour avoir un parcours, un tunnel, de transformation qui soit le plus simple, le plus efficace possible. Là, à ce moment-là, ce qui va être important, ça va être, de faciliter et de simplifier un maximum la conversion. Comme je vous le disais, on a 2 tiers des emails qui sont ouverts sur mobile, donc le pré-remplissage des formulaires sur mobile, les moyens de paiement aussi, doivent être adaptés, au fait que, la plupart des gens vont ouvrir ces emails, sur mobile. S Faut aussi probablement faire, attention à ne pas forcément promouvoir, le don régulier sur mobile. On sait qu'il est sauf si l'email appelle vraiment au don régulier, auquel cas proposer que du don régulier. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir, voilà, par exemple, un formulaire qui se pré-remplit, un formulaire, qui, s'adapte en termes de méthode de paiement si on est dans un contexte mobile et de suivre, efficacement, en passant des UTM, donc des variables de tracking, l'origine, des dons, de manière à pouvoir, encore une fois, adapter, tester, des différents messages et voir jusqu'au bout quel est le taux de conversion. Parce qu'on peut avoir une très bonne, un très bon objet, un très bonne preview qui ouvre, qui permet un bon taux d'ouverture, un texte personnalisé, avec un call to action efficace qui génère du trafic et puis derrière, c'est sur le formulaire de don parce qu'il est générique,
parce que, il reprend pas du tout les équivalences de dons qui étaient cités ou les besoins qui étaient exprimés, dans l'email. Donc voilà, il faut que le parcours soit hyper cohérent, de ce point de vue-là aussi. Et la landing page, donc souvent le formulaire, est là aussi, déterminant. Le principe, c'est, vraiment celui d'un entonnoir, hem et en fait, à chaque étape de l'entonnoir, on a des indicateurs, clés de performance, qu'il faut suivre et optimiser. Donc, les fameux KPI. Donc le premier élément au niveau de la base destinataire, c'est bien sûr le taux de qualification email, parce que, souvent, on va avoir, des bases donateurs qui sont pas mal qualifiées, mais, moins qualifiées, on va dire, que, des bases, d'abonnés newsletter. Et le rapprochement, il se fait pas toujours bien entre les 2. Et donc, de ce point de vue-là, heu, travailler à avoir le meilleur taux de qualification possible, de sa base de donateurs, c'est aussi la possibilité de les solliciter de manière efficace, notamment quand on est à 48 heures de la fin d'année, d'une échéance fiscale ou, quand on est dans un appel d'urgence. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même hyper intéressant d'avoir des dispositifs de qualification, que ce soit via, des questionnaires, de satisfaction, des dispositifs de ce type-là. Ça va ou de la pétition, des choses comme ça. Tout le fait de promouvoir, auprès de sa base destinataire qui n'est pas qualifiée en adresse email, des actions qui va permettre de récupérer leur adresse email, clairement, ça permet d'enrichir sa base avec des contacts qui sont hyper qualifiés et d'améliorer in fine, sa collecte digitale. En plus, on bénéficie d'un effet, qui est quand même hyper intéressant, qui est que le don moyen online est, quasiment le double, du don moyen, offline. Donc, faire passer un donateur, on va dire offline sur du don online et le contacter par email, en plus, ou en remplacement, du courrier, au bout d'un certain temps, quand on s'aperçoit qu'il réagit à l'email, c'est vraiment une bonne pratique là aussi. En termes de délivrabilité, bon, je me suis pas étendu sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose avant tout de technique. La délivrabilité, c'est, à la fois, le fait d'avoir correctement configuré, son nom de domaine expéditeur, de passer par un routeur ou une solution de routage dont les adresses IP sont là aussi, correctement, configurées, n'apparaissent pas dans des bases, dans des blacklists, donc des bases, repoussoirs. Voilà, il y a vraiment différents aspects auxquels il faut être, attentif. Et il y a une seule, règle pour être clair, c'est une fois qu'on a tout bien configuré, il faut tester. Il faut tester, la réception en boîte, mail. Il faut tester donc, ces aspects techniques d'une certaine manière, mais, il n'y a pas que les aspects techniques qui jouent. La structure de votre message est aussi très importante. Le ratio entre image et texte, le nom de l'expéditeur, et puis surtout, c'est des systèmes qui sont, la délivrabilité, qui sont pas totalement figés parce que, typiquement, de plus en plus, de solutions, alors c'est Gmail qui avait commencé à faire ça, mais de plus en plus de solutions font en sorte d'utiliser les retours des autres utilisateurs. Donc ils vont par exemple, commencer par, voir, sur un premier échantillon, est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a des gens qui le placent en courrier indésirable? Et ça va impacter, la livraison, si je puis dire, ou, de votre message, aux autres utilisateurs de la même messagerie. C'est à la fois technique et c'est à la fois la qualité de vos messages qui va avoir un impact. Donc, meilleur sera le taux d'ouverture, meilleure, sera la délivrabilité d'une certaine manière. Taux d'ouverture, taux de clic, bon, voilà, c'est les ratios, auxquels, je vous donnais des chiffres un peu, génériques, et puis du secteur. C'est des éléments auxquels, faut être attentif. Si on a, comme, je le disais tout à l'heure, une bonne hygiène de sa base, en principe, on est en capacité, de maintenir un taux d'ouverture élevé,
tout cas supérieur à 25 supérieur à 30 si on travaille bien, sa base et que les messages, sont pertinents et ça impacte directement en fait, le taux de clic. Parce que comme c'est véritablement, un entonnoir, on aura un taux voilà, d'engagement, de réactivité, qui sera, directement lié au taux d'ouverture. Donc c'est, l'élément clé. Bon, je reviens pas dessus, mais les tests, voilà, les tests que je vous proposais de faire par rapport au l'expéditeur, par rapport au preview, par rapport à l'adresse email expéditrice, c'est des optimisations simples et qui ont un impact, direct sur le taux d'ouverture et à partir du moment où on a un meilleur taux d'ouverture, automatiquement on a un meilleur taux de clic et un meilleur taux, de conversion, donc plus de dons. C'est hyper important aussi, de suivre le taux de désabonnement. Le taux de désabonnement, c'est un bon indicateur et ça influe aussi sur votre délivrabilité. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un peu les chiffres que je vous donnais au début, pour 2-3 personnes, qui, vont se désabonner, on en a probablement un qui va, opter pour une option très visible, dans son outil, dans son webmail, mais avec un fort impact pour vous, qui est, le fait de le placer en courrier indésirable. Parce que, le destinataire ne se rend pas forcément compte, en fait, de l'impact, que ça a pour vous, sur l'ensemble de la délivrabilité de vos messages et donc, un taux de désabonnement, supérieur à 0,5 encore c'est déjà élevé 0,5 ça doit vraiment vous alerter sur le fait qu'il y a probablement, besoin de segmenter votre base et de filtrer vos contacts, inactifs ou bien éventuellement même de séparer votre, base en, plusieurs, newsletters, plusieurs types de messages pour permettre un désabonnement assez fin, donc ce qu'on appelle un centre de préférence, pour, diminuer votre taux de désabonnement, par exemple sur, des messages comme, votre newsletter ou vos messages, d'appel à dons. Voilà, j'espère que, qu'il y a un certain nombre d'éléments que j'ai pu partager avec vous qui seront, facilement, testables, facilement, optimisables, de votre côté. Je vous propose de prendre, 2 minutes pour, répondre, au questionnaire qu'on a l'habitude, d'utiliser pour, améliorer, nos lives. On vous prépare, tout plein de choses pour, l'année 2024, des évolutions, au niveau des contenus et donc ça nous sera d'autant plus utile d'avoir vos retours. Je vous laisse 2 minutes pour répondre. Merci d'avance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, au questionnaire. Je vais inviter Ophélie à nous rejoindre, pour pouvoir, échanger et prendre les différents commentaires et questions que vous avez posés. Bonjour Ophélie. Bonjour tout le monde.
monde. Ouais, merci beaucoup Alexandre pour ces astuces qui étaient très pratico-pratiques. Donc c'était quand même l'idée de se dire quand on va regarder ces campagnes-là, quelles sont les améliorations que vous pouvez faire tout de suite maintenant, arrivé à un 12 décembre pour vos campagnes de fin d'année. Et effectivement, on a déjà des premières questions, notamment une question d'Adrien qui, je pense que c'était sur ta slide où tu avais les résultats chiffrés. Peut-être si tu peux revenir dessus. Comment se fait-il que l'écart soit aussi faible entre le taux moyen de clic et le taux moyen de conversion? 80% des cliqueurs vont Est-ce que 80% des cliqueurs vont donner ou alors est-ce que c'est une part des non-cliqueurs qui vont donner via un autre canal? Ah bah super. Ce n'est pas comme je voudrais. Oui, je vois, tout à fait. Donc, je vois la slide. Je vais essayer de la retrouver, enfin de l'afficher surtout. Hem, le taux, de clic, il est directement enfin, le taux de conversion est directement corrélé, au taux de clic, bien sûr. Hem, pour faire, 2 de taux de conversion, sur un email, il faut en effet, faire 4,5 à peu près, voire 5 de taux de clic sur le message. Pourquoi? Parce qu'on va avoir entre 30 et jusqu'à, quasiment un visiteur sur 2 sur le formulaire, qui va donner, depuis un email de fundraising. Donc c'est pas les mêmes ratios que, depuis le trafic direct. Depuis le trafic direct, là, on va plutôt être à 25-30 de taux de transformation, heu, pour les visiteurs qui arrivent sur le formulaire et en fait, ça s'explique par le fait que dans un cas, on est hem, dans un appel à dons, donc vraiment l'entonnoir. La personne a décidé ou non d'ouvrir votre message, il a lu, le message, il a décidé donc de cliquer sur votre bouton et donc en fait, d'une certaine manière, il y a déjà eu un tamis, qui a réduit, énormément. Il faut bien se dire que si on a, même, on est très fiers parce qu'on a 5 de taux de clic, ça veut quand même dire qu'on a 95 des gens à qui on a écrit, qui ont ou pas ouvert du tout. Donc là, on a déjà, on va dire, si on a déjà 70 qui n'ont même pas ouvert ou 65 si on fait 35 de taux d'ouverture qui n'ont même pas ouvert. Et ensuite, parmi ceux qui ont ouvert, on est encore sur un ratio qui est un dixième ou un cinquième, si on est, dans l'exemple à 4,5 qui en fait vont aller sur le formulaire de don. Donc en fait, c'est là que se fait le gros du tamisage, on va dire, ou de la séparation entre les gens qui sont intéressés et les gens qui vont pas aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui explique pourquoi on est sur un ratio qui est juste de 1 pour 2 à peu près, entre le taux de clic et le taux de conversion. Merci Alexandre pour l'explication. D'accord. J'espère, Adrien, que ça répond à la question. Alors, on a la même question d'Ariane et de Benoît qui demandent la différence entre hard et soft bounce. Ou qu'est-ce que le taux de rebond dur et doux? Ça, on a Ouais. la version française et la version Oui, 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 tout anglaise. à fait. Alors, le taux de rebond dur, c'est rigolo, hein, comme mot, c'est, technique. C'est-à-dire, en fait, en gros, on écrit à un destinataire, et puis, donc, il y a un serveur qui envoie le message, donc, et puis un serveur qui doit recevoir de l'autre côté le message et en fait, le serveur, donc vraiment c'est technique, qui doit recevoir le message, de l'autre côté dit: «Non, l'adresse email n'existe pas» ou, «Il y a pas de serveur email sur ce domaine». Ouais, il y a différents niveaux. C'est carrément, il y a pas de serveur sur ce domaine ou alors, il y a un serveur email sur ce domaine, mais, il y a pas d'adresse email qui correspond, à celle à laquelle tu souhaites écrire et donc là, on est sur un hard bounce, on part du principe que, l'adresse email, elle est directement désabonnée. En fait, elle est même en invalide, donc elle recevra plus de messages. Quand on est sur un, soft bounce, donc sur un rebond doux, en fait, on a un message avec, une réponse du serveur qui dit: «Je ne peux pas, délivrer ce message» ou bien parce que, la boîte est pleine,
ou bien parce que on a une indisponibilité momentanée, le serveur est en maintenance, enfin ce genre de choses. Donc en fait, on est sur un message d'erreur, donc c'est vraiment des codes erreurs qui indiquent que, en principe, c'est momentané. Ce qui amène la plupart des outils de routage à considérer que, dès qu'on a un hard bounce, l'adresse, elle est en invalide. Si on a un soft bounce, on va souvent réécrire 1 ou 2 fois à cette adresse et il y a que si on a, par exemple, 2 ou 3 soft bounce de suite que là, on va considérer que c'est comme si c'était en fait, c'est pas, on a un message qui nous dit: «C'est momentané», mais c'est pas momentané, c'est définitif. Hem c'est, c'est hyper important, de ne pas de et la plupart des outils mail le font tout seuls, de ne pas réécrire à des adresses sur lesquelles on a des hard bounce, ou sur lesquelles même on a plusieurs soft bounce pendant une certaine durée. Parce qu'une des techniques qui est, utilisée par les FAI pour, analyser, identifier disons plutôt les spammers et donc évaluer, donner la délivrabilité, améliorer ou dégrader la délivrabilité des emails, c'est, ce qu'on appelle, le pot de miel en français, vu que tout est en français. Donc le honeypot qui consiste à, f fermer, ses adresses. Donc par exemple, je sais pas, vous avez un compte, un vieux compte Hotmail, qui est désactivé, et donc ils envoient des soft bounce en disant, ou des hard bounce en disant: «Bah, ce compte, il n'existe plus». Et puis en fait, ils vont le réactiver plusieurs mois, voire une année après, après avoir envoyé des messages, de refus des emails qui étaient envoyés à cette adresse. Et là, les gens les adresses expéditrices et les adresses IP des serveurs qui continuent d'écrire à cette adresse et donc qui n'ont pas tenu compte des certaines manières des avertissements ou des informations qu'ils ont répondu pendant, toute une période assez longue, ils vont être dégradés parce qu'on estime que justement ils n'entretiennent pas leur base, voire que, c'est des spammers parce qu'en fait ils auraient loué ces adresses. Donc c'est important de prendre en compte ces messages-là. La plupart des outils de routage email le font bien. Le risque souvent, c'est plutôt, quand, vous faites des importations, de fichiers. Il arrive parfois que vous ayez cette option qui est, est-ce que vous réabonnez les adresses ou pas? Voire dans certains outils, la gestion, des désinscriptions et la gestion des hard se fait liste de diffusion par liste de diffusion. Donc ça, c'est terrible parce que ça veut dire que vous perdez, l'information, de l'historique des abonnements et alors les abonnements, c'est moins le cas parce que souvent, c'est quand même une liste repoussoir, mais en tout cas des hard bounce et des soft bounce que vous aviez sur les autres envois, réalisés précédemment. Merci, Alexandre pour la réponse à la question. Je sais que tu es très passionné et que tu fais des réponses très, très complètes, mais figure-toi Excuse-moi. qu'on a le sujet intéresse énormément. Du coup, on a quelques demandes de précision complémentaires. Voilà, ça plaît beaucoup. Donc, on a une demande de Théo qui se pose la question si la personnalisation du nom de l'expéditeur fonctionne, bien sur un objectif de prospection, par exemple sur des alumni non donateurs. Pour une structure, de l'enseignement, de ESR, enfin ESR, enseignement supérieur et recherche. Alors là, c'est facile, je ne suis pas capable de répondre précisément à cette question parce que les tests, sont toujours faits sur, des bases, en fidélisation. Je c'est une très bonne question, hein. C'est juste que, dans l'ensemble, on utilise son message étalon sur des bases de fidélisation quand, on fait de la prospection, éventuellement sur une base et en plus, on fait quasiment pas de prospection parce qu'en fait, c'est souvent des contacts qu'on a acquis avec de la pétition, de l'abonnement newsletter ou des choses comme ça. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir une base, d'anciens élèves donc qui a jamais enfin qu'on souhaite travailler pour faire de l'appel à dons alors que bon avant c'est des anciens élèves donc ils recevaient plutôt de l'information peut-être, de l'association d'anciens ou des choses comme ça. Moi ce que je peux mettre en parallèle, c'est le fait qu'il y a des tests qui ont été faits et vraiment dont celui que je vous partageais et qui montrent vraiment que le mieux c'est d'avoir un expéditeur, une expéditrice qui soit un individu. C'est le top. C'est encore mieux que quand il y a le nom de l'expéditeur, tiret ou le nom de l'organisation. C'est ce qui obtient les meilleurs taux d'ouverture. On est sur un incrément de mémoire de 28%.
par rapport au nom de l'organisation et de 18% s'il y a prénom plus organisation par rapport juste au nom de l'organisation. Là encore, c'est le test que je vous ai présenté, le test américain. Après, il y a d'autres tests qui ont aussi été menés qui montrent qu'il vaut mieux une personne moins connue que, par exemple, le président ou la présidente de l'organisation s'il est extrêmement connu. Parce que, je ne sais pas, par exemple, c'est moins crédible que une personne qui a une très grande notoriété vous écrive. Enfin, donc en fait, il vaut mieux quelqu'un qui est réellement le ou la responsable de la communication digitale qui vous écrit, que le ou la présidente ou le directeur, directrice du conseil scientifique qui est très connu, mais en fait, votre email ne gagnera pas en crédibilité grâce à ça. Donc voilà, tous les tests qui ont été menés, ils vont dans ce sens-là. Donc logiquement, je dirais que s'il y a quelqu'un comme le responsable des anciens élèves, le responsable de la communication de la fondation ou du fonds de dotation, là, dans le cas des anciens élèves, ou des programmes de l'école en formation continue qui écrit, logiquement, vous aurez un meilleur taux d'ouverture que si c'est l'école, l'alma mater, qui écrit de tout en haut et qui diffuse son message aux anciens élèves. Bon, bah, j'espère que Théo, ça t'a éclairé par rapport à ton questionnement. On a également une question d'Olivier. Salut Olivier. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un ton personnel? Bon, je me permets de te faire un petit clin d'œil sur le ton. Je suppose que c'est la façon de s'exprimer, c'est, l'attitude ou en tout cas le ton de voix que tu voulais exprimer dans Ah, ta parce qu'il a écrit question. ton THON. C'est ça. Ou si c'était une petite blague du Bah, matin pour savoir si on suit encore, non, mais en fait, on elle est reste très attentif. bonne. Elle est très bonne parce que je pense qu'en plus, j'ai dû mettre Bloom, je pense, à côté. Ah, Donc, c'est les biais, c'est l'inconscient qui ressort au donc, moment de la donc, question. ah non, même Voilà, pas. Même pas. C'était bon, développer sa proposition d'impact. Mais c'est vrai que ça aurait été très sympa avec Bloom de mettre le petit bullet point, avoir un ton personnel. et donc du coup, quel est ton conseil par rapport à cette question? Bah, encore une fois, moi je considère on traite tous et toutes l'email comme on traiterait un document de communication papier, comme on traiterait un site web. Donc en fait, et là c'est un bon contre-exemple d'ailleurs ce que j'ai à l'écran. On a des headers gigantesques. Là c'est le cas par exemple sur le premier email qui avait été envoyé, le header il est énorme. Là aussi, il est énorme. Donc, on a vraiment tout qui ressemble à un flyer publicitaire, quoi. Il y a plein d'images. Il y a donc déjà, faut voir l'impact que ça a si les images sont désactivées. Il faut voir l'impact que ça a si on est en mode sombre sur son téléphone. Et au bout du compte, en termes de lisibilité, en termes de message, un message écrit comme un email personnel ou professionnel sort du lot, à l'évidence. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que moi, à titre personnel, je pense que sans avoir besoin d'avoir un poisson comme animal de compagnie, écrire un email, par contre, qui ressemble à un email personnel ou professionnel et qui ne ressemble pas à un prospectus publicitaire, un publipostage de masse, c'est quelque chose que moi je recommande de tester. Pourquoi? Parce que les études anglo-saxonnes montrent que dans ces pays-là, où en plus il y a énormément d'emails, hein, les cycles d'emails sont beaucoup plus. Le nombre d'emails que reçoivent les Américains, par exemple, sont beaucoup plus élevés en moyenne que ceux des Français, ça fonctionne bien. Et je ne crois pas qu'il y ait une question culturelle de ce point de vue-là, qu'en France, on préfère recevoir un publipostage très commercial plutôt qu'un message très personnel. Donc, je serais enclin à le recommander. Oui, d'ailleurs, il y avait des questionnements sur, le rythme d'envoi et la pression, mais il y avait aussi une question de Rémi sur, peut-on envoyer des emails d'appel à dons à un donateur sans lui avoir demandé son consentement en tant qu'association? Ça dépend comment on a acquis l'email.
Si on est sur un... Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend, la première chose, c'est est-ce que sur votre formulaire, et si c'est déjà un donateur, donc si on est en fidélisation, est-ce que sur votre formulaire de don, vous aviez mis une case à cocher, je m'inscris, voilà, je m'inscris à votre newsletter, ce genre de choses. Si vous avez mis une case à cocher qu'elle n'a pas été cochée, vous n'avez pas le droit d'écrire aux gens parce qu'ils n'ont pas fait d'opt-in. Si vous n'avez pas mis cette case à cocher et que la personne a donné, vous avez le droit de lui écrire. Parce qu'on est dans un principe de fidélisation sur des services analogues. Donc, vous avez le droit de lui écrire tant qu'à chaque message qu'il va recevoir, il a la possibilité de se désinscrire. C'est aujourd'hui, on va dire, le consensus sur lequel on fonctionne. C'est aussi ce que dit le guide de France Générosité sur le RGPD. Donc voilà, c'est le consensus sur lequel on est. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays qui sont plus restrictifs et qui ont une application du RGPD un peu plus restrictive comme l'Italie ou autre. Après, si c'est quelqu'un qui s'est abonné à une newsletter, donc qui a signé une pétition, etc., là, il y a deux choses. C'est un peu où vous avez mis à nouveau une case à cocher, si c'est par exemple une signature de pétition, ou alors vous avez, vu que le RGPD l'impose, exprimé, alors souvent c'est en pied de page, mais de manière explicite, le type de communication que va recevoir la personne. Donc, autrement dit, c'est vraiment la case à cocher qui dit en signant cette pétition, j'accepte de recevoir des communications à propos des actions que mène l'organisation et des appels à dons et des emails ou des messages pour ces campagnes de financement, genre quelque chose de très explicite. Il faut aussi penser d'ailleurs, pour respecter le RGPD, à préciser la durée de conservation. Parce que voilà, et parce que c'est nécessaire, et éventuellement, si c'était pas stocké en Europe, il faut aussi ajouter ces données-là et toutes les mentions qui permettent d'expliquer comment on peut se désinscrire, s'opposer à l'utilisation de ces données, ces choses-là. Donc voilà, tout dépend de comment vous avez bordé les choses, mais en principe, si vous avez bien fait votre collecte d'adresse email, vous n'êtes pas contraint d'envoyer que vos newsletters. Vous pouvez aussi envoyer vos appels à dons. Il n'y a pas de problème. Ah, je t'ai perdu. C'est de ma faute. Oui. C'est pas ce que j'ai fait. Voilà, me revoilà de retour. Désolé. Pas de souci. Et du coup, ça fait en lien avec ce que tu disais sur la question juste d'avant. Il n'y a rien qui demande au niveau du dosage des emailing. Est-ce que l'excès d'envoi peut créer un effet inverse à l'effet souhaité? Et est-ce que tu as des conseils sur des ratios, un rythme qui pourrait être pertinent? Alors, je vous ai pas mis la statistique qui fait peur, c'est la statistique toujours du DMA, là, de l'association des professionnels du marketing direct français, qui dit que, je me rappelle plus, mais c'est 2/3, 60 et quelques, soit entre 60 et 65% des gens se désabonnent si le rythme des messages est trop élevé. Alors bon, j'imagine bien la manière dont le questionnaire a été posé. Est-ce que vous vous désabonnez si vous recevez trop de messages? C'est dur de dire non. Non, j'adore me faire spammer ou j'adore avoir beaucoup de messages. Ça occupe ma boîte mail qui sinon s'ennuierait et puis aurait un impact carbone trop bas. Donc bon, moi je l'ai déjà partagé à d'autres occasions. Ça dépend du contexte, pour être clair. Quand il y a une échéance fiscale, quand on est pendant, par exemple, le carême et qu'on a une période de 40 jours à animer, on avait eu l'occasion d'avoir le témoignage de Virginie sur une opération de ce type-là. On peut allègrement envoyer 3, 4 emails par semaine s'ils ont de la valeur. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. La permission qui est donnée par, donc le consentement qui est donné par le destinataire, c'est pour recevoir du contenu qui l'intéresse. Donc, à partir du moment où le contenu il est pertinent, il l'intéresse, il arrive dans un contexte qui est cohérent, il n'y a pas de raison que vous ayez une explosion de votre taux de désabonnement. Si vous avez par contre une personne qui ouvre pas le premier message, qui ouvre pas le deuxième message, qui ouvre pas le troisième message,
et que vous continuez et que vous n'avez pas pensé à faire un filtrage de ce point de vue-là, et que vous continuez dans une période extrêmement dense et qu'à la fin, il se retrouve avec 7, 8 messages non ouverts parce qu'il était en vacances, je ne sais pas, la dernière semaine de l'année, en janvier, là, vous avez de bonnes chances par contre qu'il ouvre le message pour chercher le bouton désabonner. Et encore, s'il ne clique pas sur courrier indésirable. Donc en fait, c'est quand même au fundraiser d'être attentif parce que aux signes qui lui permettent de détecter un intérêt ou un manque d'intérêt. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il faut suivre les indicateurs comme le taux d'ouverture. Il faut segmenter sa base en fonction de si on a ouvert, on a cliqué, on n'a pas cliqué, pour ne pas uniformiser la communication comme la distribution d'imprimés sans adresse en boîte aux lettres. Eh ben, merci pour cette, réponse. J'espère encore une fois, n'hésitez pas à nous dire, hein, si c'est tout bon pour vous au niveau des réponses posées. Il y a une question de Clément, mais à mon avis, ça ferait l'objet d'un d'un webinaire à part entière. Quels sont les mots, tournaux, rédactions qui ont montré leur efficacité ou qu'il faut au contraire oublier? Alors, soit c'est du très, très spécifique sur, les objets de l'email ou dans la prévisualisation et c'est un peu, les exemples qu'a déjà partagé Alexandre dans la présentation. Sinon, si c'est, dans le corps, de l'email pour pouvoir, faire en sorte que les gens passent à l'action et qu'il y ait un taux de transformation et favoriser le clic, là, j'ai presque envie de dire, on vous renvoie vers un autre, live qu'on avait animé sur, comment bien développer son argumentaire pour la collecte de dons, où il y avait toute une méthodologie et un travail aussi sur les mots qui ont été employés, qui ont été choisis. On avait aussi fait un live, où il y a Julie de Premier de Cordée qui a témoigné sur, son travail sur la mission de son organisation, sa vision, les équivalences, les mots qu'elle a employés et donc ça joue beaucoup aussi dans le travail de rédaction et des mots qui sont à employer. Et j'en profite pour rebondir aussi sur une autre question de Karine qui demandait, si, il était possible d'avoir le replay. Oui, bien sûr, on vous enverra à suivre comme, de toute façon vous êtes noté participant, on vous enverra à suivre, dans les prochains jours une fois qu'on l'aura retravaillé et mis en forme parce que vous le savez peut-être, mais on retravaille l'ensemble de ces, webinaires et de ces lives sous format d'articles pour que l'ensemble des bonnes pratiques que vient de partager Alexandre, vous puissiez les retrouver, sous format, articles séquencés en chapitres avec, des, mises en avant, des, choses à retenir, des bonnes pratiques, la méthodologie. Comme ça, vous avez à la fois le replay vidéo, mais aussi un mémo récap, par écrit. Oui, on n'a volontairement pas parlé en fait du contenu, enfin du message en détail, l'argumentaire, parce que on est à 2 semaines, on est à 2 semaines de la fin d'année et que c'était pas quelque chose qui était à mon avis facile à retravailler ni à tester dans un temps aussi court. Ce qu'on voulait, c'était vraiment vous proposer des optimisations qui étaient faciles à faire, modifier, tester un expéditeur, optimiser un preview, modifier une adresse email expéditrice. Ça reste des choses qui sont assez faciles, on va dire, à mettre en œuvre. Segmenter sa base pour enlever les personnes qui n'ont pas ouvert depuis ou cliqué depuis 6 mois aussi. Voilà, en effet, ce serait un tout autre sujet, un tout autre live. Et en plus, il y a déjà des ressources, merci d'avoir partagé Ophélie, qui sont très intéressantes pour créer justement cette proposition d'impact et argumenter dans ces emails. Oui, je pourrais repartager, les liens, je vais les retrouver puis les marquer dans la conversation. On a un peu dépassé, il est 10h08. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pris de votre temps dans cette période chargée pour participer, pour nous suivre. C'est vraiment super, on s'en réjouit. On vous souhaite bien sûr une excellente collecte de fin d'année. On sait à quel point c'est déterminant dans les chiffres de collecte annuelle. Donc on est ravis du bon signal qu'a donné le Téléthon le week-end dernier en dépassant la collecte, les promesses de dons de l'année précédente. Et on espère qu'il en sera de même pour vous toutes et vous tous, que vous dépasserez la collecte digitale et de l'an dernier
pour qu'il y ait plus de ressources pour vos projets et vos causes. Bonne collecte de fin d'année, à tout le monde et à très bientôt.